sujet qu'on va aborder ensemble et avec chacun d'entre vous ce soir, c'est la réussite au XXIe siècle. Et j'ai envie de vous poser une première question, assez générale, à tous, sur un temps un petit peu contraint. Est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez nous expliquer ce que signifie réussir pour chacun d'entre vous et en quoi cette notion pourrait différer de celle d'hier? Vous avez un micro à disposition et je vous laisse vous partager la parole. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais me lancer du coup. Je dirais en un mot que la réussite au XXIe siècle, telle que je la vois moi aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir la capacité, en tant qu'individu, à aligner la personne que l'on est avec ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, toutes les personnes dont le but, et le but un petit peu qu'on nous apprend à l'école, qui est le but un peu qui résulte des années 80 à la Dallas, qui est un but très matérialiste, très capitalistique, d'enrichissement personnel. On se rend compte que tous ceux qui passent leur vie à essayer de gagner de l'argent se retrouvent à un moment à se demander pourquoi ils ont fait tout ça, étant donné qu'ils ne trouvent plus de valorisation suffisante dans la société, juste d'avoir la plus grande maison, la plus belle voiture, le plus beau tout, dans un monde qui est quand même en plein changement et qui est peut-être menacé d'effondrement. Alors qu'à l'inverse, tous ceux qui quittent ce système très classique qui vise à s'enrichir personnellement et à accumuler des biens, on se rend compte qu'au contraire, ils sont moins riches, mais ils sont plus riches de ce qu'ils apportent, des échanges, du fait de contribuer peut-être à ce que la planète ait un demain possible. Donc pour moi, cet alignement entre ces valeurs et ce que l'on arrive à faire de sa vie et de ses peut-être des 100 ans, ces différents crédits, c'est ça la clé pour moi de la réussite au XXIe siècle. Du coup, je vais continuer. Alors, il y a Ken Robinson, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a publié, qui a fait un TED Talk qui est parmi les plus vus au monde. Et il a publié un livre qui s'appelle The Element, l'élément, ça a été traduit aux éditions Playback. Et pour lui, l'élément, c'est la rencontre entre le talent et la passion. Et quelque part, pour lui, la réussite, c'est arriver à trouver le point de jonction entre le talent et la passion. On pourrait aller plus loin, et peut-être qu'on y reviendra après, je crois, sur l'ikigai, mais effectivement, l'ikigai, ça rajoute 2 dimensions à cela. Une dimension qui est de quoi la planète a besoin, et une autre qui est pourquoi je pourrais être payé, d'où peuvent venir les ressources finalement pour faire à la fois ce que la planète a besoin et ce qui croiserait talent et passion. Et donc, finalement, la réussite définie comme ça ressemble à un sacré challenge d'alignement entre ce dont la planète a besoin, ce que je sais faire, ce qui me passionne et ce pourquoi je pourrais être financée. Et je m'étais noté finalement, de vous lire ça, je pense que ça prend 20 secondes. Alors, je vais vous parler de quelqu'un qui a fait faillite à 31 ans, qui a ensuite été battu aux élections législatives à 32, qui a fait faillite à 34 ans, qui a dû faire le deuil de celle qu'il aimait emportée par la maladie alors qu'il avait 35 ans. Il a fait une dépression à 36, il fut battu aux élections locales à 38, battu aux élections du Congrès à 43, puis à 46 et à 48, battu aux élections du Sénat à 53, puis à 58. À 60 ans, finalement, Abraham Lincoln devient président des États-Unis et c'est à lui que nous devons l'abolition de l'esclavage. J'aime bien cette manière de décrire en fait le parcours de quelqu'un qu'on voit souvent quand il a réussi, c'est-à-dire au moment où il a réussi, et sans jamais finalement mesurer le chemin parcouru pour y arriver, et notamment tous les échecs qui ont été traversés et surmontés. Et donc peut-être que réussir, tout simplement, que ce soit au XXIe siècle, au XXe siècle ou à tous les siècles de la Terre, c'est persévérer dans l'attente de son idéal, malgré les échecs. Voilà. Et Churchill disait d'ailleurs, le succès c'est aller d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Bonjour à tous. Évidemment, la réussite, c'est aujourd'hui, à mon sens, l'accomplissement dans toute sa propre singularité, le développement de ses aspirations les plus profondes et les plus personnelles. Mais ça, c'est un immense combat, je pense, parce qu'on vit dans un monde exactement contraire, qui propose la compétition,
dont les modèles sont basés sur des réussites très extérieures, à la fois l'argent, à la fois le niveau de métier qu'on atteint. Il y a quelque chose qui est très extérieur à nous. Et moi j'ai fait un film sur l'école qui raconte l'histoire d'un principal qui se bat pour que ses élèves soient heureux. Et comment il considère que ses élèves peuvent être heureux, c'est en proposant une variété de pédagogies. Évidemment, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes aspirations pédagogiques. Il y en a qui vont être plus épanouis dans le théâtre, d'autres dans le rugby, d'autres des parcours d'excellence plus classiques. L'idée, c'est qu'il y ait une variété de propositions pédagogiques. Et ça, c'est très très difficile, et encore aujourd'hui, c'est pas accepté. Et dans l'éducation nationale, en tout cas le système classique. Et je trouve que pour la réussite, c'est pareil. On a tous, je crois, une aspiration de réussite très, très singulière. On a des aspirations profondes, mais qui sont quand même au but avec une société très dure, où l'argent compte avant tout, où le travail est extrêmement difficile à obtenir, où les salaires aussi sont difficiles. Les salaires sont quand même assez limités. Donc il y a cette différence entre les aspirations profondes des individus, que vous êtes tous, et le système tel qu'il est aujourd'hui, qui est peut-être appelé à changer, je l'espère, et qui est loin d'être ce à quoi tous on aspire. Voilà. Bonsoir. Donc à l'ECDE, je pense qu'on considère la réussite comme quelque chose qui va au-delà des connaissances disciplinaires et des compétences académiques. On est dans un monde qui change, avec les avancées technologiques, avec le changement climatique, la mondialisation, et le défi des systèmes éducatifs. Ça va être de préparer les enfants pour des professions qui n'existent pas encore. Les préparer à utiliser des technologies qui ne sont pas encore inventées. Préparer à gérer des problèmes sociaux ou éthiques qu'on ne peut sans doute pas encore imaginer. Donc les fondamentaux sont importants et vont rester importants. Par exemple, la compréhension de l'écrit, les mathématiques, on pourrait même ajouter la compréhension des données ou les compétences digitales. Mais à côté de ça, on aura aussi un ensemble de compétences qui vont être nécessaires pour être capable de s'adapter dans un monde qui change, pour être capable de trouver des solutions à des problèmes nouveaux, pour être capable de coopérer avec des gens qui peuvent venir de cultures différentes. Donc certaines de ces compétences vont être en lien avec la manière de raisonner. Donc on peut penser par exemple à la créativité. D'ailleurs, si on regarde les résultats de PISA, on peut voir que la France est un des pays où on a énormément d'élèves qui ne répondent pas aux questions ouvertes, qui sont celles qui demandent un peu plus de créativité. On a aussi la capacité à résoudre des problèmes ou l'esprit critique. On a aussi des compétences qui vont être en lien avec notre manière de travailler, notre manière d'interagir. Donc on aura par exemple le contrôle de soi, la persévérance, la coopération, l'empathie. On a des choses qui sont plus de l'ordre des attitudes ou des valeurs. On aura par exemple le respect envers les autres, le respect envers l'environnement, la confiance, donc ça peut être la confiance en soi, la confiance en sa capacité d'agir. Et là encore, si on regarde les résultats de PISA, on va voir qu'en France, on est très anxieux par exemple par rapport aux mathématiques. Et on aura aussi la confiance en l'autre. Ce qui est aussi important quand on pense à la réussite, c'est d'y inclure la notion de bien-être et d'épanouissement personnel et collectif. Puis on essaie vraiment d'adopter une définition large de la réussite et une définition inclusive. Et à l'échelle du système, on va considérer qu'on ne peut pas vraiment parler de réussite sans équité. Ce qu'on voit à PISA, c'est que les pays qui réussissent le mieux sont ceux qui arrivent à faire en sorte que même les élèves les mieux défavorisés s'en sortent bien aux tests académiques. Et pour finir, c'est sans doute un des points, l'équité, ce sera un des points sur lesquels la France a sans doute encore du chemin à faire. On est l'un des pays avec les résultats les plus inouïs. Les élèves qui viennent d'établissements défavorisés ont 4 fois plus de chances d'être en difficulté scolaire que les autres élèves. Ça, c'est la proportion la plus élevée des pays. Merci Manon. J'ai envie, Alexandre, peut-être vous faire réagir sur ces sujets, notamment, d'après vous, par rapport à la question de l'épanouissement au travail, comment faire pour réussir aujourd'hui dans le monde professionnel? Quelles pourraient être les compétences et les savoir-faire absolument indispensables? En fait,
selon moi, on est dans un paradoxe. Parce que tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas forcément ce que je constate au jour le jour. Ça réside plutôt de mes convictions profondes. Moi, j'ai la chance de travailler en tant qu'entrepreneur dans le domaine des ressources humaines depuis 18 ans. J'ai travaillé avec des centaines et des centaines d'entreprises. Et finalement, j'observe toujours la même chose. Tout le monde souffre de schizophrénie. C'est-à-dire qu'on est à 19h30 d'une certaine façon, habillé d'une certaine façon, et à raisonner, communiquer. Et puis quand on va revenir à 9h01 demain au boulot, je ne sais pas pourquoi, on va se transformer, un peu comme Clark Kent et Superman, sauf qu'on est plutôt Superman là, et on va se remettre en Clark Kent, et on va avoir un habit un peu engoncé, on va suivre des codes qui sont plus les nôtres, utiliser souvent des outils qui sont d'un autre temps. Et le plus drôle, c'est qu'on nous abreuve toute la journée, étant dans les RH, je vous en parler, d'engagement des collaborateurs, d'innovation, il y a même des chief happiness officers, donc les gens doivent être heureux. Mais le premier qui va parler à son N+3 sans suivre les échelons ordinaires se prend une claque. On n'a rien droit de tenter, en fait, on nous assigne des projets et il faut se contenter des projets qu'on nous assigne. Au mieux, on va nous assigner ces projets-là parce qu'on est compétent. Le drame, c'est qu'on peut être très compétent, mais plus du tout avoir envie de prendre ces projets-là. Donc pour moi, les compétences, elles sont doubles. Capacité, finalement, comme on disait, à être soi. C'est-à-dire à faire valoir ses compétences, mais aussi ses appétences, ses aspirations. Qu'est-ce que l'on a envie de faire? Et aujourd'hui, l'une des clés, dans le monde du travail, dans l'entreprise en général, c'est d'arriver à se faire entendre. Or, qui a assez confiance en lui pour arriver en disant « Écoutez, moi c'est simple, ça j'en ai marre, je préfère vraiment faire ça, et voilà pourquoi je pense que j'impacte. » Ça veut dire qu'il faut, je te rejoins, il faut avoir confiance en soi. Ça veut dire qu'il faut être capable de prendre des risques. Or, moi, qui suis de longues études, je peux vous le dire, jamais à l'école on m'a incité à prendre des risques. Si même en philosophie, je commençais à donner mon avis, je me prenais trop en disant c'est pas ce qu'on t'a demandé de faire, c'était de répéter le philosophe. Et en fait, tout le monde de l'éducation était tendu vers la répétition. Et en entreprise, on va maintenant dire aux gens, prenez des risques, le risque d'être vous-même, le risque de vous mettre sur le projet. Et personne ne nous apprend ça. Et à côté de ça, les autres compétences, c'est la capacité à collaborer, dont aussi on nous abreuve de façon presque démagogique. Et la réalité, c'est que le rythme d'apparition des problèmes dans les entreprises et la complexité des problèmes auxquels on est confronté fait que le taylorisme, évidemment, ne fonctionne plus du tout. Et on est obligé de collaborer parce que personne aura la solution à lui tout seul. En fait, on a des bouts de solution. Et donc, je crois que l'une des compétences, c'est notre capacité à savoir vraiment ce que l'on peut apporter et ce que l'on a envie d'apporter. Donc, je te rejoins sur cette notion d'ikigai, mais savoir comment ça va s'assembler avec celle des autres. Là-dessus, je vous invite à voir le film X-Men, n'importe lequel, parce que chaque mutant tout seul ne peut rien faire, mais c'est l'assemblage des mutants qui vont permettre de justement régler des problèmes très complexes. Et finalement, une entreprise, c'est ça. C'est sa capacité à s'assembler avec les compétences des autres, et avis aux managers, s'il y en a dans la salle, ou au RH, je sais qu'il y en a déjà un ou deux, faire en sorte qu'un manager soit un chef d'orchestre, quelqu'un qui mette la bonne partition devant la bonne personne avec le bon instrument et fasse jouer l'ensemble harmonieusement, c'est ça, c'est pas la personne qui saura tout faire, qui saura brailler les autres le plus fort et le plus fort pour obtenir le reporting de ses collaborateurs. Donc c'est des compétences très collaboratives, très centrées sur la confiance effectivement, et la capacité à prendre des risques et à commencer par le risque d'être soi, je mettrai en compétence numéro 1. Merci. Alors j'ai envie de vous proposer un petit exercice. Reprenez ce que vient de nous dire Alexandre et changez le mot entreprise par le mot école, le mot manager par le mot chef d'établissement. Et peut-être Florence, tu peux nous expliquer comment Synlab accompagne les enseignants et les formateurs à révéler leur potentiel et leur singularité. Alors, c'est toujours un peu la faute de l'école, hein. Mais effectivement, il y a quelque chose à transformer dans le système éducatif. En fait, je crois que notre système éducatif, il faut d'abord dire qu'on a réussi collectivement le pari de la massification de l'accès à l'éducation. Et en France, on a quand même le luxe, par rapport à d'autres pays dans le monde, d'avoir 12 millions d'élèves qui vont à l'école chaque jour et qui sont scolarisés. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, ça veut dire que c'est une première étape qui était loin d'être gagnée parce que finalement, dans les années, il y a encore assez peu de temps, la massification de l'accès, notamment au collège et au lycée, n'était pas du tout chose gagnée en fait.
Donc on a réussi ce pari-là, et je crois que juste ce qui se passe, c'est qu'on est face à un deuxième challenge, qui est celui de la personnalisation des parcours d'apprentissage, et donc comment on fait pour scolariser non pas une fois 12 millions d'élèves, mais 12 millions de fois un élève. Et ça, c'est quand même un sacré pari, parce que concrètement, le ministère de l'Éducation nationale, c'est une des plus grandes organisations du monde. Il y a très peu d'organisations qui comptent quasiment 1 million d'employés. Et donc, ça veut dire un énorme challenge, un énorme défi à relever en termes d'organisation, de formation, de recherche et développement, d'accompagnement des personnes. Et nous, la conviction qu'on porte, c'est que la transformation du système éducatif viendra effectivement par les enseignants et les chefs d'établissement qui, au quotidien, travaillent avec les élèves, avec nos enfants. Et donc, c'est 900 000 enseignants, c'est à peu près 20 000 cadres, qui de toute façon sont fonctionnaires d'État, sont là pour 40 ans. Et donc c'est avec eux qu'il faut travailler sur l'évolution du système éducatif. Et donc moi, je suis plutôt une militante de l'école publique, et avec ce qu'on porte chez CINLAB, il y a vraiment cette idée d'une école publique de qualité qui relève les défis et qui continue à être positive, attractive, et dans laquelle les parents ont envie de continuer à mettre leurs enfants. Moi, j'ai peur, en fait, d'un divorce entre la société et l'école, parce qu'effectivement, dans des quartiers populaires, on voit des parents qui, et on ne peut pas du tout les incriminer, mais retirent leurs enfants de l'école publique pour les mettre dans des écoles privées hors contrat, sous contrat, peu importe, leur choix est libre, et c'est très bien. Mais ça pose la question du modèle de société qu'on veut construire à échéance 10, 20, 30 ans. Et est-ce qu'on croit encore en une école publique intégratrice, en fait, de l'ensemble des populations, et donc une société qui continue à vivre ensemble, ou est-ce que, comme dans d'autres pays, finalement, au Maroc ou ailleurs, on se retrouve avec un système éducatif à 2 vitesses, et donc une société à 2 vitesses. Et donc voilà, moi j'ai encore envie qu'on fasse le pari d'une école publique de qualité qui attire les parents, qui rassure les parents. Et donc ça suppose effectivement de relever ce défi-là, et ce défi-là peut être relevé avec les 850 000 enseignants et les 20 000 chefs d'établissement. Donc nous, ce qu'on essaie de faire au quotidien avec l'ensemble des projets qu'on développe, c'est de faire avec. Donc concrètement, on a déployé des dispositifs, notamment Être Prof, qui est une plateforme numérique d'accompagnement des enseignants. Ils sont à peu près 170 000 sur la plateforme en 1 an, ça veut dire un prof sur 8. Et l'idée, c'est pas du tout de leur dire, de les prendre le haut, de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est plutôt de se dire là où vous êtes, là où vous en êtes de votre cheminement. Vous pouvez, dire ce qui va pas, dire quels sont vos échecs, vos erreurs, vos difficultés, et puis 2, trouver du soutien dans des pairs, dans un travail collaboratif pour résoudre les problématiques au quotidien et essayer de trouver des solutions à la myriade de situations complexes auxquelles vous êtes confrontés. Parce que d'un seul coup, c'est la rentrée, j'avais pas prévu, j'ai un enfant dyslexique, qu'est-ce que je fais? J'ai jamais été formée à la dyslexie. Je suis en éducation prioritaire, je débarque, j'ai 22 ans, comment faire pour gérer une classe en REP+, avec un niveau de violence assez élevé, un climat scolaire pas facile, comment je fais? Et donc concrètement, l'idée c'est d'outiller à la fois modestement, pas à pas, tous ceux qui feront en fait la qualité de l'école publique d'aujourd'hui et de demain. Et donc voilà, on essaie de croire dans ces personnes-là, sans angélisme, mais avec l'envie de les outiller, de les étayer, et de créer effectivement des dynamiques collaboratives, parce que ce que tu dis effectivement sur les attentes du monde dans l'entreprise, d'avoir des gens capables de coopérer est juste, mais au-delà de ça, on a besoin de coopérer pour résoudre les défis mondiaux. Quand on regarde les objectifs du millénaire, on est incapable individuellement de résoudre le défi de l'accès à l'éducation pour tous, le défi d'une eau salubre, le défi d'un environnement de qualité. Tous ces défis-là sont des défis complexes, et la complexité requiert l'intelligence collective.
Donc il est évident en fait qu'à la fois les enseignants ont besoin de travailler ensemble, les enfants ont besoin de travailler ensemble, voilà, qu'il faut travailler ensemble. Mais une fois qu'on a dit ça, comment faire pour que ce ne soit pas une injonction à collaborer avec le marteau sur la tête, mais voilà, comment on crée des environnements, certains diraient capacitants, parce que c'est parfois un peu culpabilisant en fait de dire il faut développer les compétences, et quelque part c'est de la responsabilité individuelle de développer les compétences, et puis si tu n'arrives pas à développer ces compétences là c'est que tu es nul. Il y a une responsabilité en fait des environnements concrets. Et on dit souvent, si Mère Teresa et Gandhi jouent au Monopoly, il y en aura toujours un qui gagnera beaucoup d'argent et l'autre moins, alors que ni l'un ni l'autre n'avait envie de jouer à un jeu d'argent. Donc ça pose la question des règles du jeu en fait. Et donc, quelle que soit la qualité des personnes, si on ne change pas les règles du jeu, on ne change pas le cadre en fait, dans lequel on permet aux personnes de s'épanouir. Donc ça suppose de réfléchir en fait aux environnements d'apprentissage et comment ces environnements peuvent être capacitants, et donc capacitants au sens du développement des potentiels des personnes, et à la fois dans leur singularité mais aussi dans leur capacité à collaborer. Parce que je crois qu'il ne faut pas opposer en fait la singularité, la coopération, les savoir-être et les savoirs disciplinaires. Je pense qu'on doit être une génération du et, de la synthèse et de l'alliance en fait pour résoudre des problématiques complexes. C'est pas en opposant en fait le savoir-être avec le savoir disciplinaire qu'on va y arriver. C'est en disant que c'est les deux. C'est-à-dire qu'on veut apprendre en s'épanouissant. On veut connaître le fonctionnement, je ne sais pas moi, d'un phénomène scientifique, d'une équation mathématique, en collaborant, en relevant des défis. Et donc voilà, le défi, c'est à la fois le défi de cette personnalisation et le défi du et, donc savoir faire, savoir-être, le savoir disciplinaire. Et c'est dans cette complexité-là qu'on arrivera à travailler ensemble pour à la fois une école plus épanouissante et du coup des mômes capables de relever des défis collectifs, que ce soit en entreprise ou dans la société. J'ai envie... le micro. Ça, moi, je ne sais pas faire. J'ai encore plein de choses à faire. Antoine, Fromental, peut-être qu'avec l'expérience que vous avez eu la chance de suivre, observer, filmer, documenter à travers le reportage À nous de jouer, vous pouvez peut-être nous apporter un éclairage concret, une inspiration de ce qui se fait dans un établissement public, dans une zone d'éducation prioritaire et qui met justement au cœur des pratiques pédagogiques le développement de ces qualités et compétences de savoir-être. Alors, je vais répondre à ta question, mais j'ai deux petites questions à poser à mes camarades, enfin deux petites remarques. Tu disais, Alexandre, c'est justement que je partage ton point de vue, que la réussite, c'est pas accumuler des immenses richesses. Évidemment, on recherche autre chose, quelque chose de plus profond, de plus personnel. Sauf que moi, j'ai passé 4 ans avec des adolescents, donc je les ai suivis sur un nouveau de 10 ans à 15 ans. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont une faculté à regarder les choses en face avec une froideur, une précision, beaucoup moins de romantisme et surtout beaucoup moins d'hypocrisie que les adultes et que moi, jeune en adulte. Et notamment, une des choses qui m'a un peu choqué, à un moment, je me dis, mais c'était des questions, en fait, on faisait des moments où ils étaient entre eux dans leur chambre, et puis je leur posais des questions sur la religion, le sexe, le mariage et la réussite. Je leur disais, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? On m'a dit, mes frères, c'est simple, c'est gagner de l'argent. Non, tu ne vas pas me dire ça. Ils ne sont pas hypocrites, tu vois bien. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont de l'argent. Mais dis pas le contraire, je crois que c'est les poètes comme toi qui font des calmes, tout le monde s'en fout. Tu vois? Et en fait, en argumentant un peu maladroitement, comme je fais souvent, finalement, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. C'est vrai, finalement. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir de l'argent. Ce serait vraiment être hypocrite que de te dire, mais non, c'est pas grave, tu peux avoir le SMIC et vivre très heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que ton loyer, il faut déjà ton SMIC, et que voilà, que tu as envie de prendre des vacances, tu as envie d'être finalement dans un certain confort. Et du coup, cet épanouissement personnel, il n'est pas installé dans la société, dans une société de consommation qui sans cesse te pousse par la publicité à consommer, à acheter. C'est pas vrai, on n'est pas dans cet épanouissement-là. On a peut-être
il y a une petite niche de gens d'élite qui ont cette attirance-là, comme j'espère en fait partie. D'élite, je ne sais pas, en tout cas une petite partie de population un peu en avance, qui rêve d'autre chose, quoi. Mais sinon, l'écrasante majorité des gens subissent ce poids de la réussite sociale, de l'argent. Ils n'ont pas le choix, en fait. Il n'y a pas le choix, en fait. Et voilà, j'aurais voulu avoir ton avis là-dessus. Je suis sûr que tu seras pas intelligent. Et tu disais, à juste titre, c'est mon association, si j'ai bien compris, c'est une plateforme où les professeurs peuvent s'exprimer, et notamment exprimer leurs difficultés. Mais ça, c'est l'essentiel des problèmes de l'éducation nationale, parce que je retourne en ce moment au collège pour filmer, non pas du point de vue des enfants, mais du point de vue des professeurs. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais déjà, je leur ai demandé, je leur ai dit, je vais faire comme avec les enfants, je vais faire une petite discussion entre vous. On me dit, laisse tomber. S'il y a un collègue en face, je dis rien. Je dis, c'est bizarre. Alors, tu comprends pas, l'éducation nationale, c'est l'omerta. On ne parle pas de nos problèmes. Oui, on va dire, ah, la classe, la 5D, c'est vraiment des couillons, ils sont insupportables, ça oui. Mais je dirais pas, par contre, ah là, je me suis fait bordéliser dans mon cours, j'arrive plus à avoir la main sur eux, je me sens seul, je me sens impuissant. Ça, tu le dis jamais. Jamais, parce que c'est un tabou. D'abord, tes propres collègues vont t'en vouloir de dire ça les met en danger, ils n'aiment pas ça. Et ensuite, ta hiérarchie, elle refuse complètement. Ce qu'il faut dire, c'est que tout se passe bien. Vous savez, c'est le fameux hashtag pas, mais il est réel, en fait. Il ne faut pas dire que tu as des problèmes avec tes élèves, il ne faut pas dire que tu as des problèmes de violence, sinon on va dire que tu es un mauvais professeur. Et puis tu fais baisser le niveau de l'établissement, enfin, c'est pas bien. Et donc, j'imagine bien que ce que tu as créé là, c'est précieux. Parce que, waouh, un espace où on peut dire juste, je me sens faible, je ne sais pas comment faire. Bah ouais, c'est très précieux. Et c'est ça que tu fais. Mais parce que tu crées cette association, tu dis, il y a finalement 160 000 enseignants qui y vont, sa réussite, elle est aussi le révélateur d'un échec profond, à mon avis, dans l'éducation nationale. Voilà, c'est mon avis, mais tu me diras ce que tu en penses. En fait, je vous raconte très vite l'histoire de mon film. C'est un principal, c'est Christian Gomez. Il adore son métier. Et il me dit, moi, il avait une allure un peu, enfin, bon, j'emploie des mots un peu austères, un peu outranciers, mais il avait une air un peu facho, il avait une petite moustache grise, un costume et tout. Et moi, j'avais été un très mauvais élève à l'école, et en fait, je faisais une expérience sur le temps, je voulais suivre 4 ans en disant, je m'en fichais complètement d'être à l'école, donc j'ai fait un film sur l'école contre Monzé, je voulais pas le faire. Sauf que dès les premiers mots de Christian Gomez, j'ai découvert une pédagogie, un homme d'abord d'une bienveillance, d'une intelligence et d'un amour pour ses élèves absolument extraordinaire, et qui portait une idée simple, moi je me lève le matin pour que mes élèves soient heureux. Mais ça, il me dit, attention, ça veut pas dire que je vais être complaisant, que s'ils font les cons, s'ils se montrent violents, je vais dire, j'ai aucun souci avec l'autorité. Par contre, je sais très bien qu'il va y avoir 12 millions, comme tu dis, d'élèves qui vont s'épanouir dans le format classique, les mathématiques, le français. Donc je propose des menus. Mais attention, moi ce que je veux, c'est que la société, l'école, ce soit la société du futur. C'est-à-dire que si on n'est pas un moment ensemble, notamment à ce moment-là, on ne formera pas des sociétés unies, on ne se connaîtra pas. Si on vit déjà tous dans des segments, dans des lieux séparés, jamais on formera la société. Et c'est déjà pour ça que je fais ça. Donc je crée aussi des menus pour profil excellent. Donc il crée des classes européennes en 6e, ce qui ne se faisait pas vraiment. Et il crée ensuite des menus pour les élèves qui sont différents, du théâtre, du rugby, des classes musique, et en tabou des classes sans notes. Et il m'a dit, attention, moi je ne suis pas un utopiste, je ne suis pas quelqu'un qui a décidé de faire de la pédagogie iconoclaste par goût, d'être un peu original. C'est juste que ça fait 30 ans que je suis dans les établissements les plus durs de Seine-Saint-Denis, que j'ai vu que la pédagogie frontale, ça ne marchait pas, et que c'est pour ça que je parie sur les classes à projet, parce que j'ai vu que ça marchait, que ça sauvait des élèves, que ça permettait à des petits gars qui seraient sans doute sortis du système scolaire pour faire beaucoup de bêtises, du deal et autres, voire plus grave, de rester à l'intérieur de l'établissement et de peu ou prou commencer à trouver leur chemin. Évidemment, ça ne va pas tous de faire des polytechniciens, mais le fait que pendant ces 4 ans au collège, ils trouvent leur chemin, ils s'épanouissent, ils développent des compétences qui peuvent être sportives, intellectuelles, qui peuvent être multiples, et ben ça leur permet de commencer à trouver leur voie et de se construire. Et c'est vraiment essentiel. Voilà. Merci. J'ai envie de rebondir à ça sur une citation de mon livre, Alexandre, qui est « À l'école, on nous enseigne tout un tas de choses, sauf qui nous sommes. Puis, jeune adulte, on nous pousse vers les métiers et les cursus qu'on juge bons pour nous, sans qu'on ait pu réellement réfléchir à nos aspirations propres. » On pourra y revenir. J'ai envie, Manon,
vous solliciter sur quelles comparaisons vous pouvez faire avec des systèmes éducatifs que vous connaissez dans d'autres pays. Et particulièrement, on sait que la France se différencie par son système de notation et la prévalence du diplôme, du cursus. Et donc voilà, je me pose la question et j'ai envie d'ouvrir ici sur comment ça vit ailleurs en fait l'école. Merci. Donc je pense que c'est aussi l'occasion de rebondir un peu sur ce que disait Florence. Donc je pense qu'il n'y a pas... Il faut sortir de cette idée qu'on a une opposition entre les compétences douces et les connaissances disciplinaires. C'est pas parce qu'on va essayer de faire en sorte que les élèves coopèrent, qu'ils soient créatifs, qu'on aura moins de temps pour les mathématiques. Et on peut très bien inclure des compétences douces dans l'éducation sans pour autant surcharger les programmes scolaires. Et la manière dont on peut adopter, ça va être par exemple une approche pluridisciplinaire. Par exemple, si on regarde la Corée, c'est un pays où on va essayer d'enseigner la créativité en mathématiques. Si on regarde le Danemark, c'est un pays qui va mettre beaucoup l'accent sur le bien-être des étudiants, sur leur engagement. Et par exemple, ils vont essayer de mêler l'activité physique et l'enseignement de l'anglais, l'activité physique et l'enseignement des mathématiques. Après, on peut aussi développer les compétences douces de manière indirecte. Donc, par exemple, au Japon, la première chose que les étudiants font quand ils arrivent en cours, ça va être d'enlever leurs chaussures. Le midi, ils aident à préparer à manger. Le soir, ils aident à nettoyer la classe. Et tout ça, ça va leur donner un sentiment de responsabilité commune, de coopération, de respect. Et ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup de compétences douces qui sont faites, qui ont un impact positif sur les résultats académiques. Si on regarde par exemple la motivation, la confiance en ses capacités d'agir, même le bien-être, tout ça, ça a un impact très positif sur les résultats. Après, quelle est l'approche qui a été adoptée en France? On a une approche plutôt quantitative de l'éducation. C'est vrai que c'est pas mal basé sur les notes, sur les classements. En plus de ça, on a sans doute tendance à penser que si on rajoute des heures de mathématiques, on va avoir des meilleurs résultats en mathématiques. Ce qui n'est pas toujours vrai. Et d'ailleurs, ce qu'on voit à l'OCDE, c'est qu'il n'y a pas de relation claire entre le temps passé à étudier dans une matière et les résultats. Par exemple, en France, on va passer énormément de temps sur les fondamentaux. On va passer au primaire, on est à 60% du temps d'instruction qui est passé sur la lecture, sur l'écriture, sur la littérature et les mathématiques. Alors que en moyenne dans le CDE, on a 40%, on est bien au-dessus. Et malgré tout, on a des résultats en mathématiques, en compréhension d'écrit, qui sont plutôt moyens. Malgré tout, si on regarde les communications du ministère de l'Éducation, maintenant quand on parle de fondamentaux, on va parler de lire, écrire, compter, respecter autrui. Donc ça reflète quand même une volonté d'aller au-delà des connaissances disciplinaires. Après, la question, ça va être comment mettre ça en place. Comment créer un environnement pédagogique qui va être propice au développement des compétences douces. Comment faire en sorte qu'on ait un environnement bienveillant qui va inciter les jeunes à participer, à coopérer. Comment on va faire ça et comment on va faire ça de manière inclusive, en faisant en sorte que tous les enfants, quel que soit leur milieu socio-économique, puissent en bénéficier. Et alors peut-être que sur ce sujet en particulier, Antoine, vous pouvez nous expliquer comment le fait pour un élève dans une classe un peu compliquée, dans un environnement scolaire en tout cas empreint pour certains de risque de décrochage, ces classes à thème comme la classe rugby ou la classe théâtre ont permis de développer ces compétences douces et comment est-ce que ça a créé finalement de la remobilisation scolaire? Bien sûr, tu as parlé des notes, de la notation, je crois que c'est important, on pourrait faire un débat dessus. Et moi, j'ai parlé d'un autre projet qui existe au collège, qui est une classe sans notes, parce que juste le principal a remarqué que chez des profils d'élèves difficiles, de mauvais élèves, recevoir tous les jours, quasiment toutes les semaines, des 5, des 8, des mentions insuffisantes, mauvais, ça t'enfonce et ça te précipite dans une sorte de dépression. Et la seule réaction, c'est finalement une sorte de rébellion ostentatoire, peut-être une violence verbale, mais qui est juste l'expression de ton mal-être. Et je trouve qu'on est à l'école,
on est en classe, on est en groupe, mais on est seul. On est seul dans son parcours scolaire, dans ses notations, dans cette évaluation. Et quand cette évaluation, elle est médiocre, voire très faible, comme ça a pu d'ailleurs être le cas pour moi, eh bien, on en ressent une immense solitude. Et effectivement, on en ressent une absence totale de confiance en soi. Mais c'est construit pour ça. C'est construit pour ça. Et qu'est-ce que font les classes à projet? En fait, d'un coup, on dit, attends, tu fais partie d'une classe et tu vas voir, le collectif, c'est super intéressant. Parce que ça va t'amener à participer à une aventure exaltante. Soit monter ton propre Roméo et Juliette, soit se qualifier pour le championnat de France de rugby. Et à l'intérieur de ce travail collectif, tu vas pouvoir apporter ta personnalité. Toi, tu as peut-être plus envie d'écrire la pièce, tu as peut-être plus envie de la jouer, tu as peut-être plus envie de faire des sketchs à côté ou autour. Enfin, il y a une sorte de liberté qui est installée pour que tu puisses apporter au collectif ta singularité. Et à la fin, il y a l'accomplissement, soit par exemple de jouer Roméo et Juliette sur la grande scène de Clichy, soit se qualifier pour le championnat de France. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Et en France, on valorise beaucoup la culture, donc j'ai plutôt envie de parler du rugby. Il y a par exemple 2 équipes en rugby. Il y en a une, la première, qui était une équipe d'excellence, ils sont allés au championnat de France, etc. Mais il y avait une équipe 2, et qui était complètement intégrée à l'équipe 1. Ils auraient pris 60-0 s'il y avait eu un match entre l'un et l'autre, mais l'équipe 1 prenait vachement sous leurs ailes les joueurs de l'équipe 2, et du coup, l'équipe 2 qui était formée de joueurs qui connaissaient pas forcément le rugby avant d'entrer en 6e, qui étaient plutôt des élèves assez médiocres et un peu effacés, un peu ce qu'on appelle les bolos dans leur établissement. Et bien, du coup, en participant à un projet super valorisant, parce que d'un coup c'était les beaux gosses qui faisaient du rugby, et ben ça les a complètement épanouis, ça leur a permis de se développer. Ils n'ont pas eu des super notes à l'école, sauf qu'aujourd'hui ils sont en école d'hôtellerie et de restauration, et ils me disent mais mes années rugby, ces années de collège, elles sont géniales. Tu n'imagines pas ce qu'elles m'apportent encore aujourd'hui de confiance en moi, parce qu'il faut y aller. Un match de rugby, il y a une dimension de combat, d'affrontement qui n'est pas évidente. Et j'ai appris des déplacements, et j'ai appris aussi le déplacement, et puis j'ai appris la rigueur, et puis j'ai appris la camaraderie, le collectif, et tout ça, c'est des choses dont je me sers aujourd'hui dans mon environnement professionnel. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a évoqué l'ikigai tout à l'heure, donc on est passé de Dallas au stade de rugby. J'ai bien envie qu'on retourne du côté du Japon pour voir avec vous, Alexandre, comment est-ce que cet outil, ce concept, cet outil de développement personnel, pourrait trouver sa place à l'école, nécessite d'être questionné dans la vie d'adulte et peut-être peut changer la relation au travail. Est-ce que tu permets juste avant de répondre à la question d'Antoine dans une seconde, peut-être aussi un petit mot, parce que j'ai peut-être été particulièrement enfant ce soir pour me fâcher avec tous les professeurs dans la salle. Je ne fais pas de procès à charge du public juste parce que moi j'ai pur cursus école publique, université, donc je peux dire que j'en ai bénéficié, mais pour autant j'ai énormément souffert. Et tu vois, ce qui est intéressant, toi, c'est que moi j'avais la chance d'avoir des bonnes notes, mais moi à l'inverse, il y a la stigmatisation finalement de les bons devant, les mauvais derrière, t'as pas le droit d'aider tes camarades, et au finish c'est plutôt ça le problème autour de la collaboration. Et pour revenir sur ce que tu disais, Florence, c'est que je pense qu'il y a un problème de moyens. C'est qu'en réalité, je pense qu'à un moment donné les profs font des choix, ils font ce qu'ils peuvent. Quand ils ont une classe de 30, ils vont se diriger peut-être vers celui qui a le plus de facilité parce qu'ils ne voient pas comment il veut. J'en sais rien. Je pense que de toute façon, il n'y a pas les moyens, et on parlera peut-être de la technologie aujourd'hui ou plus tard. Je pense qu'ici, il y a une attente que j'ai autour de la technologie, c'est de faire que justement, il y ait plus de personnalisation des apprentissages. Et pour répondre à ta question, tu as entièrement raison, puisqu'on est entre nous ce soir, peut-être stopper les hypocrisies. Je pense qu'il y a sûrement une forme d'arrogance qu'un mec comme moi ce soir dit non mais franchement, la richesse individuelle n'a pas de sens. Moi, j'ai la chance, effectivement, d'être au sein d'une entreprise qui a bien réussi. Donc, effectivement, de tenir ce discours aujourd'hui, la seule chose, c'est que j'ai tenu ce discours en suivant un cursus bien spécifique, où j'ai toujours été entrepreneur, toujours poursuivi. Donc, je réponds un peu à ta question de l'ikigai. J'avais des études, j'avais un doctorat en informatique. J'étais le premier de ma famille à avoir des diplômes. Et donc, tout le monde souhaitait qu'enfin je sorte la tête de l'eau et que je gagne de l'argent. Et moi, je me suis mis tout mon ado, parce que j'ai créé ma boîte et je gagnais 800 € par mois au lieu de gagner les 3 000 ou 4 000 € que j'aurais dû gagner grâce à mon diplôme. Et là, il y a une injonction, et je l'ai bien senti, de la société et même de ma famille, à te dire mais qu'est-ce que tu fais? Puisque tout ça ne vaut que pour que tu aies un bon métier, que tu gagnes de l'argent, et
puis voilà, que tu es la caravane, le chien, et que tu es l'image d'Épinal de la situation parfaite. Mais le problème, c'est quelle était ma voie à moi? Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, moi? Quel était mon ikigai? Et en fait, j'étais persuadé, à tort ou à raison, que je souffrais tellement de ce que j'avais vu autour de moi par rapport à ce travail qui écrase, qui asservit, et où les gens perdent leur vie à la gagner, et il faut attendre 65 ans en priant de ne pas avoir d'ulcère pour commencer à vivre, c'est pas une option. Donc il se trouve que moi, c'était tellement pas une option, que j'en ai fait mon ikigai à moi. De dire, je crois que le monde a un peu besoin de développer un rapport différent. Il se trouve que moi, je ne vois même pas comme une option de ne pas le faire. Donc quelque part, il y a une évidence. Et peut-être que je saurais le faire, parce que j'ai pas les codes finalement. J'ai fait une scolarité assez étrange, où j'avais pas beaucoup en cours et tout. J'ai toujours créé mon expérience. Je me suis dit, je sais que je peux créer mon expérience et je peux aider les gens à créer la leur. Et donc, pour revenir sur ton point, le drame que j'observe, c'est qu'il y a une imposition de la norme. Et tu as raison, quand tu parles à tous les gamins, et je parle à beaucoup de gamins aussi, ben oui, c'est ce qu'on nous vend, et on nous vend un modèle qu'on doit acheter, c'est le consumérisme, on va pas retomber dans tout ça, tout le monde le sait ici. Mais est-ce qu'on est heureux parce qu'on suit la norme et qu'on y répond au canon de la société? Je suis certain que non. Et je suis certain que ces enfants, malheureusement, s'ils ne réussissent pas financièrement, ils se diront qu'ils n'ont pas raté leur vie en gros. Mais s'ils réussissent, ils vont s'apercevoir après de longues années, moult efforts, que merde, c'était pas ça non plus d'avoir plein de pognon, mais d'être passé à côté de la vie. Et donc l'ikigai, c'est à un moment donné, je reviens là-dessus en entreprise, la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on est aujourd'hui sur tellement de disruptions dans tous les sens, toutes les entreprises sont menacées. Et la clé pour les entreprises aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'elles vont être capables de résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées et de créer une différence. La seule objet de différenciation d'innovation aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'arriver à faire la même chose que les autres, mais différemment, de l'exécuter différemment. Et ça, on a besoin des hommes et des femmes de l'entreprise qui, chaque jour, vont réfléchir à de nouvelles solutions, de nouvelles façons d'aborder les choses. Et plus on met les gens dans des cases, dans des boîtes, en fonction de leur diplôme, en fonction de la norme, plus on tue leur créativité et plus on empêche la résolution des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Alors que l'ikigai, c'est une chose différente en entreprise. C'est finalement qu'une entreprise devienne une communauté, je pèse les mots, qui a une cause, c'est d'ailleurs ce que la loi Pacte met un peu en image maintenant, en disant qu'il y a une responsabilité sociale. Moi, Talentsoft doit gagner de l'argent, j'ai des investisseurs qui se foutent que je change le monde, qui veulent que je ramène de l'argent. Et moi, la façon dont je vais gagner de l'argent, c'est en essayant de changer le monde du travail. On peut réconcilier les deux. Et ce que je veux, c'est que les gens qui nous rejoignent soient des gens qui aient cette envie-là. Donc par rapport à leur ikigai, c'est qu'ils soient touchés par ma cause. S'ils ne sont pas touchés par ma cause, ils vont chez un compétiteur américain et gagneront vachement plus de fric que chez moi. Donc il y a une solution toute simple pour ça. Mais s'ils viennent chez nous, il y a deux collaboratrices ici, elles pourront juger, désolé. Mais c'est vrai que le but pour l'ikigai, c'est d'arriver à s'en tenir vraiment à ce que l'on pense que l'on peut apporter. Qu'est-ce que l'on a à l'intérieur de soi? Quel est son potentiel? De rejoindre une communauté où nous pressons qu'on pourra l'exercer. C'est ce que dit Comte-Sponville, puisque tu citais Charles Pépin, mais Comte-Sponville dit de toute façon on vient travailler pour gagner sa vie. Mais le fait qu'on choisisse une entreprise plutôt qu'une autre, c'est parce qu'on y pense qu'on sera plus heureux. Être plus heureux, c'est d'avoir une entreprise où finalement le but recherché est plus en accord avec ses valeurs. Et ensuite, il y a la question des compétences. C'est vrai que si des gens chez moi sont passionnés par le fait de faire de la guitare, dans une boîte de logiciels, ça va être compliqué. Donc évidemment, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, savoir qu'est-ce que je peux apporter concrètement, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que les entreprises voient toujours les travailleurs atypiques comme un fléau. Les entreprises sont toujours régies par la norme parce que les recruteurs veulent prendre peu de risques, parce que s'ils embauchent un profil atypique et qu'ils se plantent, ils ont leur boss qui leur dit qu'est-ce que tu as foutu, alors que s'ils prennent quelqu'un qui sort d'HEC ou de Sciences Po, on leur dira on n'a pas eu de chance, hein, c'est bizarre. Et donc en fait, c'est sûr qu'il faut changer la façon dont l'entreprise fonctionne. Plus l'entreprise comprendra que ce matching entre les envies des uns et les besoins de l'entreprise sont au cœur de l'entreprise, plus elle prendra de risques et ira chercher des gens en fonction de leurs envies et moins de leur cursus. C'est très français ce que je dis, parce que dans d'autres pays du monde, ça ne se passe pas du tout comme ça. Mais en tout cas, voilà, je pense que l'ikigai aujourd'hui, c'est toujours dur à vivre. Tous les jours, je rencontre des gens qui me le disent. Et je sais que c'est une nécessité pour l'entreprise. Plus il y aura de gens qui essaieront de convaincre les recruteurs, les RH et les managers, plus on aura peut-être une chance que les gens soient plus heureux au boulot et soient plus un asservissement, peut-être un levier pour exprimer leur talent. Et puis peut-être aussi que les entreprises arrêteront de se disrupter et de ne pas se les prendre à caris, en fait. Pour les personnes.
Juste une toute petite précision pour les personnes qui sont dans la salle et qui ne connaîtraient pas le concept d'Ikigai dont on parle. Ça s'écrit I-K-I-G-A-I, très bien. Et on trouve beaucoup d'outils sur Internet qui sont libres d'accès pour se prêter à l'exercice pour soi-même ou pour ses enfants ou dans nos situations professionnelles, pour prendre le temps de réfléchir à ce que l'on aime faire, ce que l'on sait faire, ce dont le monde a besoin et comment est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose qui crée une activité économique, comment est-ce qu'on pourrait être payé pour faire ça. Dernier petit point, l'ikigai, c'est quelque chose aussi qui évolue tout au long de la vie. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on le fait à 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 40 ans que c'est réglé et que c'est déterminé. Et c'est justement intéressant de le confronter aux apprentissages qu'on fait tout au long de la vie et de le cultiver comme quelque chose qui avance en même temps que nous. Je voulais rebondir avant que tu poses une question, si je peux. Sur l'idée de classe à projet, et on a déployé un dispositif qui s'appelle bâtisseur de possibles, et dans l'esprit, on prendrait juste par le terme ce que ça veut dire. L'idée, c'est de permettre aux enfants en fait, de relever les défis de société et de les relever collectivement en se disant qu'ils ne sont pas trop petits pour changer le monde. Et là, cette année, c'est plus de 2000 enfants en fait, qui participent à ces projets-là. Et le choix qu'on a fait, c'est pas d'avoir des intervenants externes, mais c'est que ce soit porté en fait, par des enseignants dans les classes. Et donc, on outille encore les enseignants pour qu'ils portent des projets qui mettent les enfants au centre des apprentissages pour qu'ils deviennent des bâtisseurs de possibles. Et donc on a édité une mallette pédagogique aux éditions Red notamment, mais en même temps tout est gratuit sur le net si vous voulez télécharger. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même tout un mouvement en fait, de gens qui ont envie de faire différemment. Et souvent en fait cette espèce de révolution à bas bruit, on en parle peu. C'est-à-dire que moi je suis un petit peu fâchée de voir ce qu'on voit dans les médias. Sur l'éducation. Alors bien sûr il y a des reportages, il y a des documentaires, il y a des choses de qualité, mais qui sont pour ceux qui s'y intéressent vraiment. Mais dans les médias de masse, souvent, c'est pas les discours qu'on entend en fait. Et je trouve que, voilà, on a à la fois une responsabilité collective en capacité, faire de l'upboardment, développer la gentilité, le pouvoir d'agir, tout ce que vous voulez, de chaque acteur au sein du système, mais aussi de donner la voix en fait, à tous ceux qui, à bas bruit, font au quotidien, œuvrent pour que l'école soit une chance pour tous. Parce qu'il y a plein de choses merveilleuses qui s'y passent. Enfin, ce que tu décris, c'est magnifique. Et nous, on voit au quotidien plein de choses qui sont aussi portées par des gens engagés qui ont envie de faire que l'école soit effectivement une chance. Donc il y a toujours effectivement des cas négatifs, des choses qui dysfonctionnent. Et c'est vrai qu'honnêtement, il y a de grands défis devant nous, devant chacun d'entre nous, et collectivement. Mais en même temps, voilà, peut-être c'est une nature optimiste, mais voilà, des techniques, je dirais, positive inquiry, on peut aussi regarder ce qui fonctionne pour voir comment ce qui fonctionne peut aider à traiter ce qui dysfonctionne en fait. Et donc c'est aussi une manière de regarder les dysfonctionnements que de regarder ce qui fonctionne pour le transposer. Et pour répondre à ce que tu disais, enfin à la question que tu posais sur le fait que notre existence même montre l'échec du système, là encore, j'ai pas envie de le prendre comme ça. J'ai plutôt envie de me dire que, là encore, tout système ne peut pas tout. Et que tout système a réussi à évoluer aussi parce qu'il y a des acteurs tiers qui sont à côté mais qui travaillent avec, qui peuvent prototyper des choses qui à un moment donné peuvent aider à la transformation du système au sein du système. Et donc, notre vision, c'est pas de mener la guerre contre, mais c'est de se dire qu'on peut créer effectivement un espace de parole, un espace de liberté, parce que dans quelque monde que ce soit, je ne suis pas sûre qu'on parlerait de ces difficultés chez tous les employeurs de la Terre, peut-être chez toi oui, mais peut-être pas chez tous. Et donc il faut créer effectivement des espaces de dialogue à côté des espaces de l'employeur pour oser dire effectivement ce qu'on ne dirait pas par peur de sanctions. Alors idéalement, effectivement, le monde du travail évoluerait à tel point qu'on serait en capacité de parler de ces échecs, effectivement, voilà, les vertus de l'échec, Charles Pépin. Et donc ça pose la question de nos organisations, et pas juste les organisations économiques, mais l'école est une organisation, c'est une organisation scolaire. Et donc il y a un certain nombre d'auteurs qui réfléchissent d'ailleurs, comme Isaac Getz, sur ce qu'on appelle les entreprises libérées. Celui qui est le fondateur de Decathlon parle d'entreprises libérantes, enfin, peu importe les termes.
mais ces organisations en fait, qui s'appuient sur des principes de subsidiarité, d'autonomie, de responsabilisation, tous ces principes-là en fait, peuvent être hyper intéressants à transposer dans des organisations publiques en fait. Donc comment organiser à la fois le système public et les entités écoles. Est-ce qu'on peut faire bouger en fait les modes de gouvernance pour tendre vers des modes de gouvernance partagés, inclusives à la fois des enseignants, des élèves, des parents. Voilà, c'est pas que des utopies, c'est aussi comment porter organisationnellement le rêve d'un monde différent. Et donc ça pousse à s'interroger effectivement sur les processus, sur la répartition du pouvoir, sur l'ego, sur le leadership, le management, enfin, voilà, pas mal de mots qui peuvent être un peu tabous dans les organisations scolaires en l'occurrence, mais en même temps, si on ose parler de ces tabous-là, on peut aussi remettre au centre le sens et le sens collectif, le sens public qu'on peut donner à un engagement au service de la réussite de tous, quoi. Ce que j'entends derrière ton intervention, Florence, c'est de voir et de reconnaître des contraintes comme aussi des sources d'opportunités et d'avoir cet esprit orienté solution pour réussir à chaque fois à se remobiliser par rapport aux défis d'intérêt collectif. Une des contraintes, alors sans mauvaise transition, mais qu'on a ce soir, c'est le temps. Et vous êtes nombreux ici et on a vraiment aussi envie de vous entendre sur des sujets qui vous questionnent. On va avoir un petit temps de questions-réponses entre la salle et les intervenants. Il y a des micros qui vont circuler. On a parlé de règles du jeu. Il faut que je les rappelle. De manière à ce que les échanges soient les plus dynamiques possibles et pour qu'on puisse avoir un maximum de questions, je vous invite vraiment à être précautionneux sur la concision de vos questions et puis nommer peut-être les intervenants à qui vous avez envie de les adresser. Merci. On est d'accord. C'est juste, tu disais Alexandre que les RH doivent faire un effort, peut-être pas aller chercher systématiquement celui qui a fait Sciences Po, celui qui a fait Polytechnique. Et je voulais juste parler de mon expérience personnelle de cinéaste, pour vous dire à quel point, encore aujourd'hui, et je pense, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas être pessimiste, il faut y croire, il faut avoir foi en l'humanité en tout, moi je partage ça. Mais par contre, c'est fou comme le système scolaire aujourd'hui décourage les désirs professionnels les plus réalistes. On a fait, donc, dans le film, vous verrez, il y a Célène, qui est une jolie brune, très bien dans sa peau, et qui est donc chez le principal, et Christian lui dit, alors t'en es de ton projet professionnel. Elle dit, bon, finalement, j'ai renoncé à être préparatrice en pharmacie. Tu vois, pourquoi vous êtes renoncé en quatrième? Elle est en quatrième. Elle dit, parce que j'étais nulle en maths, j'aurais pas pu être préparatrice en pharmacie. Enfin, quand même, préparatrice en pharmacie, on doit pouvoir, même si on n'a pas des compétences mathématiques démentielles, on doit pouvoir accomplir ce désir professionnel d'une manière ou d'une autre. Donc, bon, finalement, elle a complètement changé de position. Elle va travailler dans un aéroport, mais je trouve ça triste que dès 13-14 ans, quand tu cherches juste à être préparatrice en pharmacie, le système te dit non, c'est trop haut pour toi. Pense à quelque chose de plus bas, de moins élevé. Voilà, je pense là il y a un malaise, il y a quelque chose qu'il faut changer et il faut faire évoluer, à mon avis. Bonsoir. J'ai une toute petite question sur les classes à projet. On voit que les stéréotypes de genre sont de plus en plus forts. Si vous voulez. On voit que les stéréotypes de genre sont de plus en plus forts à l'école. On voit notamment sur les mathématiques en classe primaire, enfin à l'école primaire. Dans les classes à projet, comment est-ce que vous gérez, comment est-ce que l'école gérait la notion de stéréotype? Est-ce que tu avais des filles en rugby, des garçons en danse ou les cuisines, et comment est-ce qu'on prend en compte ce stéréotype-là? Alors, du coup, c'est dans le théâtre, par exemple, il y avait vraiment une totale mixité filles-garçons, et ils ont beaucoup questionné la question du genre. Beaucoup de choses sur l'homosexualité, sur la sexualité lesbienne, c'est quelque chose qui les interrogeait beaucoup. Alors, bon, il y avait des clichés, il y avait des choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils affrontaient avec beaucoup de lucidité, en sachant qu'ils sont tous, que beaucoup étaient très croyants, soit chrétiens, soit musulmans, et soit juifs, et que quand même ça influait un peu leur position sur ces sujets. Mais j'ai l'impression qu'il y avait une vraie lucidité, en tout cas le sentiment que c'était un sujet actuel dont il fallait qu'ils s'emparent.
Donc voilà, ils ont utilisé Roméo et Juliette pour parler beaucoup d'homosexualité, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ensuite, en rugby, au début, il y avait plus de garçons, mais vraiment, il y a un effort énorme à la fois du principal, du coach et du prof de BS pour faire venir des filles au rugby, et ça marche. Vraiment, ça marche quand c'est un rugby qui est pratiqué, qui n'est plus un sport de contact, mais un sport d'évitement, où ce qui compte, c'est le déplacement, la course et la passe. Et ben, il y a beaucoup de filles qui aiment vraiment le sport, et aujourd'hui, je crois qu'il y a quasiment, sur 45 élèves, il doit y avoir 20 filles dans cette option rugby, donc c'est quand même top. Voilà. Une question pour Alexandre plutôt. J'ai entendu dire donc il y avait une école que vous avez montée qui s'appelle Notre École, justement. C'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, et notamment en matière d'inclusion économique? Comment ça se passe? Est-ce qu'un enfant qui a pas, une famille qui n'a pas les moyens, comment elle fait pour inscrire son enfant dans cette école qui est autre? Et en quoi elle est autre? Alors tout d'abord, je suis associé, je ne suis pas le fondateur, je suis associé avec le fondateur, donc effectivement je contribue aujourd'hui un peu dans l'opérationnel, juste pour ne pas m'approprier de la création seule. Alors l'autre école, d'abord je reviens tout de suite sur le modèle économique. Pour moi, ce qui était clé, c'était un modèle économique qui soit le mot inclusif est très galvaudé, mais qui soit inclusif. Parce que ce que j'observe justement, alors là ça va, je pense, te faire plaisir, dans toutes les écoles dites alternatives, c'est qu'en fait on se rend compte que souvent, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas y aller. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train effectivement d'accélérer la fracture, où si on a de l'argent, on va avoir une éducation super personnalisée, si on n'en a pas, tant pis. Et là le modèle, c'est qu'on paye en fonction de ses tranches de revenus. Pour vous donner une idée, ça va de 300 € par an, ce qui est déjà une somme, hein, mais de 300 € par an à 10 000 € par an. Et ce qui est important, c'est que du coup, et en gros, par tranche de 10 000 € de revenus, on paye 1 000 € supplémentaires. Ce qui est extrêmement important, c'est que les plus hauts revenus, donc qui vont payer 10 000 €, le font aussi parce qu'ils ont envie que leurs enfants ne se retrouvent pas dans une forme d'entre-soi qui ne correspond pas à la société. Je vais dire une petite aparté qui n'est pas une aparté publicitaire. Mon livre, qui a titré Unique, est entre parenthèses S, parce que ce au quoi je crois, et ça répond à ce que tu disais aussi sur la singularité, je ne crois pas à l'individualisme. Je crois au fait que justement, dans cette école, qu'est-ce qu'on va faire de particulier? On va proposer 1000 sujets. 1000 sujets qui ont vraiment des programmes de sciences. Il y a aussi beaucoup de périscolaires qui a enseigné, de la science, de la musique, il y a des cours de yoga, il y a des choses qui ont trait aussi au cirque, il y a vraiment toute forme de talents qui vont être sollicités. C'est comme si on mettait 1000 choses sur la table. Et le but, c'est que les enfants puissent essayer. Ce qui revient aussi à la question que tu m'as posée tout à l'heure sur l'ikigai. C'est comme on ne connaît pas le goût d'une chose avant d'avoir essayé, on ne sait pas ce qui va nous plaire avant d'avoir essayé. Et on peut être persuadé, moi j'étais persuadé que j'étais un gars qui allait adorer le saut en parachute parce que j'ai toujours été fasciné par les airs. J'ai fait un saut en parachute, j'étais terrifié, j'ai détesté, et je pensais que je détesterais la plongée, et c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie. Mais en fait, ça, c'est pareil pour tout. On ne sait pas ce qu'on va aimer avant de l'avoir fait. Donc le but de l'autre école, c'est de proposer le maximum de possible, justement à des gens de classe sociale, qui ont un bagage culturel différent, pour que petit à petit, chacun trouve sa résonance. Moi je crois que l'ikigai, on le connaît aussi, quand tout d'un coup il y a un truc bizarre qui se passe là, qui vibre, qui chauffe, où on se sent bien, ça s'appelle juste le bonheur, qui est peut-être finalement la réussite ultime. Je le dis plutôt à la fin qu'au début pour éviter de me faire traiter de bisounours tout de suite. Mais je pense quand même que maintenant qu'on se connaît, je pense quand même que le but c'est de sentir cette vibration, et je suis certain que les enfants peuvent le sentir très vite. Est-ce qu'après, est-ce qu'ils en feront un métier ou pas, j'en sais rien. Et donc on apprend à se connaître soi en pratiquant plein d'activités, en voyant ce qui résonne avec nous, et en voyant ce que l'on va pouvoir apporter à un collectif. Donc je suis extrêmement sensible de ce que tu dis, parce que effectivement c'est fou comme on peut avoir ce présupposé, je suis bon ici, je suis là, ça. Puis tout d'un coup quand on se met et on travaille avec des gens, les gens ils vous révèlent d'autres choses de vous-même aussi, puis tout d'un coup ça s'assemble. Et donc l'autre école, le but c'est de favoriser l'autonomie des enfants en leur faisant essayer plein de choses, et favoriser le vivre ensemble. C'est-à-dire que l'individualisme ne doit pas exister, mais ça n'a d'intérêt à la singularité que quand ça s'assemble à celle des autres pour faire ce que j'espère une société où il n'y a pas des pièces de puzzle qui restent sur la table parce qu'ils ne viennent pas des bonnes écoles. J'espère que ça va répondre à votre question aussi. Bonsoir et merci. Je ne sais pas à qui adresser ma question, mais elle concerne une intervention de madame de l'OCDE, je crois. Non, c'est
voilà. Excusez-moi. C'est concernant les expériences, les expérimentations qui existent, qui sont positives, et à se dire, bon, ce sont des petites choses, vaut mieux qu'il y en ait, il vaut mieux les reconnaître. J'entends bien, mais ma question, en fait, c'est de savoir comment et pourquoi c'est très naïf. Hein. Pourquoi est-ce que les gens qui réfléchissent, qui ont des solutions, qui expérimentent, qui ont des expériences, qui réussissent, ou quand est-ce qu'ils vont entrer là où il faut pour que ce soit pour tout le monde, que ça rentre à l'éducation nationale, que ça soit généralisé? C'est ma question. Merci. C'est un vrai sujet, la question de la généralisation des innovations. En fait, quand je dis qu'il y a plein de choses qui se passent partout, c'est vrai, mais à chaque fois, ça pose la question effectivement du transfert. Par exemple, on parlait de l'évaluation, j'ai en tête un collège dans l'académie de Poitiers qui a décidé de mettre en place un système d'open badge, c'est-à-dire de reconnaissance des compétences sociales en fait, et ils font, indépendamment de la remise des bulletins, une sorte de grande cérémonie de remise et de valorisation en fait des compétences développées par les uns et les autres, et c'est à la fois les élèves qui peuvent remettre ça entre eux, les enseignants aux élèves, les élèves aux enseignants, et donc ils ont remis comme ça des open badges à 139 élèves je crois et une quinzaine d'enseignants. La question c'est, voilà, cette pépite-là, par exemple, qui est dans un collège public lambda, d'une académie lambda, comment elle percole dans le système et comment elle est saine. La réponse, on l'a pas complètement. C'est souvent une affaire d'individus, de collectifs, d'équipes qui a envie de se saisir d'un dispositif. Donc il y a à la fois des prérogatives nationales, des choses qui sont proposées au niveau gouvernemental, au niveau académique, mais globalement c'est le sujet en fait, et en tout cas pour nous, c'est vraiment l'accompagnement des équipes de terrain pour qu'elles se saisissent par exemple de dispositifs comme ça et qu'elles se disent ah ben génial, nous aussi on va décider de mettre en place des approches de open badge. Donc en fait la réponse c'est une réponse du temps long, et qui est à l'envers en fait de la rapidité du monde dans lequel on est. On est dans un monde de communication, un monde politique, de médias. On a en général 2 ou 3 ministres par mandature, c'est-à-dire qu'un ministre reste 2 ans. On a des médias chauds qui, sans même parler des réseaux sociaux, sont dans une sorte d'immédiateté. Et l'éducation, c'est du temps long en fait. Et donc la transformation de l'éducation, c'est du temps long. Et donc le sujet, c'est comment accompagner les équipes pour qu'elles se sentent le courage, l'audace de regarder ce qui fonctionne en fait un peu partout sur le territoire. Il y a un réseau qui s'appelle Respire, vous pouvez aller regarder, mais il y a, je sais pas, 1500 expérimentations sur tous les territoires sur des sujets de personnalisation des parcours d'apprentissage, où ils ont inventé des systèmes de pistes rouges, vertes, bleues, noires, par exemple, pour permettre aux élèves, en fonction de leur niveau de difficulté, de prendre la piste bleue, la piste noire, mais que tout le monde réussisse en fonction de son niveau initial. Voilà, c'est des tonnes de pépites en fait, qui existent sur cette base de données. Et vraiment le sujet, c'est pas juste d'aider les acteurs à innover, c'est aussi d'aider les acteurs à se sentir en capacité de durer et de partager leurs innovations pour que ça contamine positivement les autres dans d'autres territoires. Moi, la réponse que je peux vous apporter, pourquoi c'est pas généralisé, c'est que là, c'est un projet qui fonctionne, dont on a vu qu'elles étaient efficaces, c'est quand même pour une question d'argent. Une classe à et une section sportive rugby, ça coûte de l'argent parce qu'il faut payer en plus du professeur, mais qu'il faut quand même payer en heures supplémentaires, un ou deux intervenants théâtre, un coach de rugby, une structure, alors il y a des aides, etc. Mais ça coûte de l'argent. Et le principal, qui a mené ces 2 expériences au collège Jean Massé à Clichy, l'a fait en trouvant lui-même l'argent. Et c'est ce qu'il reproche un peu à l'éducation nationale dans le film, de manière un peu franche, c'est d'avoir reçu quasiment aucun soutien financier. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé des moyens, des méthodes qui ne sont pas tout
tout à fait, on va dire, orthodoxe. Le collège reçoit de l'argent de formation professionnelle et il mettait cet argent de la formation professionnelle pour financer et la classe théâtre et la classe rugby. Mais réellement, autant l'éducation nationale n'était pas contre ce projet techniquement, administrativement, mais par contre, de là à donner de l'argent, il y avait un bac, en tout cas, ils n'ont pas franchi en 4 ans. Alors l'histoire, c'est bien fini pour la classe théâtre, parce que quand le film est sorti, il y a eu un petit retentissement, et du coup, c'était, notamment dans Clichy, ça a été une expérience plutôt positive, et du coup, je crois que c'était depuis septembre 2018, la classe théâtre reçoit les 15 000 € nécessaires pour faire fonctionner cette classe théâtre, ces 4 classes théâtre chaque année, parce qu'il y en a sur chaque niveau. Donc voilà, donc le souci, si c'est pas généralisé, c'est avant tout un problème de moyens, sans doute de volonté, et je crois que ce que tu dis est vrai, c'est que ce qu'on cherche, je crois, aujourd'hui, c'est beaucoup d'immédiateté. Ce qu'il faut, c'est que ça se voit tout de suite, et que une classe à projet, pour que tu vois que ça fonctionne, il faut attendre plusieurs années, comme une section sportive, et ça intéresse moins, ça coûte cher, et c'est pas possible de se faire, de se faire mousser avec très très vite. Il faut prendre le temps, et ce temps, personne n'est prêt à le donner. Donc voilà, c'est ça le souci. Juste sur les moyens. Je suis obligée de revenir sur les moyens parce que c'est souvent l'excuse quand même que pour le coup on peut prendre en disant on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas les moyens. Moi là-dessus je trouve qu'il faut faire gaffe quand même à ce message-là parce qu'on est quand même, le budget de l'éducation nationale c'est le premier budget de l'État. Dans beaucoup de pays, il y a beaucoup moins de moyens et il y a quand même plein de gens qui font des classes à projet. Donc on n'est pas obligé d'avoir des intervenants extérieurs, on peut aussi faire des projets, enfin bâtir du possible, ça coûte 0, c'est porté par des enseignants et c'est juste une pédagogie coopérative de projet qui permet à des mômes de développer leur propre projet d'intérêt général dans le cadre scolaire. Donc on n'est pas obligé d'être sur des budgets faramineux. Et puis par ailleurs, il y a un outil qui s'appelle la trousse à projet pour le coup, qui est un outil de financement participatif dédié au monde de l'éducation, coporté avec le ministère de l'Éducation nationale et qui permet normalement de financer des projets comme celui-là. Donc parfois le problème c'est juste effectivement une méconnaissance et un manque de rencontre en fait entre des gens qui sont porteurs de projets et des ressources potentielles qui ne sont pas forcément des ressources financières mais qui peuvent être des ressources humaines, bénévoles, les parents, la communauté éducative et voilà, on n'est pas obligé d'être sur des euros en fait parce que parfois c'est l'argument qu'on utilise pour ne pas faire et donc voilà, il faut être vigilant à ça quand même. Pas m'empêcher, pardon, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait une solution unique. Et le danger de la généralisation, c'est en fait le fait d'imposer une norme en se disant ce projet-là il fonctionne à tel endroit et donc il devrait pouvoir fonctionner partout. Ça repose évidemment sur les besoins spécifiques d'une classe ou d'un territoire, d'une commune, d'un quartier. Ça tient aussi à la personnalité des gens qui portent ces projets et à l'énergie qu'ils mettent dedans parce que ça fait sens pour eux. Et je pense que on parle d'alliance éducative, la richesse qu'on crée en imaginant des projets collaboratifs, c'est aussi d'aller chercher des acteurs qui sont compétents. Alors oui, ça peut être du bénévolat et notre société ne veut pas que reposer sur du bénévolat, c'est pas ce que je dis, mais c'est imaginer des espaces éducatifs comme l'école qui soient le reflet de notre société. Et sur les territoires, on sait qu'il y a des associations sportives, des associations culturelles, parfois même certaines d'entre elles qui sont en déficit de fréquentation, qui auraient besoin de se faire connaître. Et c'est en mutualisant aussi les ressources d'un territoire qu'on crée la réponse spécifique à ce territoire-là plus qu'un autre. Et par contre, je pense qu'il y a évidemment un énorme enjeu de communication sur tout ce qu'il existe, d'inspiration, d'incitation, parce que la vie d'un entrepreneur social, ça peut être d'ailleurs le cas d'un enseignant, c'est de se dire qu'il y a des moments où la réussite est au rendez-vous, et puis d'autres moments où on doute plus, et c'est surtout d'un soutien partagé et d'une réassurance pour poursuivre les efforts d'innovation qui sont nécessaires. Du coup, je veux bien réagir aussi. La question n'était pas pour moi, mais j'en profite quand même. Je pense aussi que justement c'est important d'essayer de préparer
les enseignants, entre autres, pour créer un environnement où ils vont aider les élèves à participer, à coopérer, à ne pas avoir peur de prendre des risques et de faire des erreurs. Ça, c'est peut-être un problème qu'on a en France. Et ça peut passer, entre autres, par le fait de mettre l'accent sur la formation initiale et continue des professeurs, et entre autres, quand ils sont face à des élèves différents. On a en France 40% des enseignants au collège qui considèrent qu'ils ne sont pas assez formés sur le plan de la pédagogie. Donc par exemple, si on pense à l'idée de réussite inclusive, comment on peut faire en sorte que les élèves de milieux différents réussissent, ça peut être entre autres en essayant d'adapter les méthodes d'enseignement en fonction des élèves qui sont dans la classe. Et on a des exemples, par exemple au Royaume-Uni, ils vont faire ça, et quand on regarde les évaluations des enseignants, ça va être basé entre autres sur leur capacité à s'adapter à leur audience. Donc je pense que ça, c'est un des points qui sera assez important. Je vais remonter le temps d'une dernière question. Bonsoir. Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos apports. Avant de vous poser mes deux questions, je voudrais juste réintroduire mon propos. J'ai monté mon cabinet d'innovation sociale qui porte sur les soft skills, notamment pour le public précaire, public adulte, donc jeunes en sortie scolaire. J'ai effectué une recherche en sociologie sur l'orientation subie des élèves de lycée professionnel, travaillé en tant que chargée de mission sur un dispositif européen. Et je suis toujours photographe parallèlement à ça. Donc j'ai monté mon cabinet en utilisant la photo pour la valorisation de soi et le travail sur les soft skills. Je suis confrontée à deux limites et j'aimerais vos éclairages sur ces deux points. Le premier, c'est que est-ce qu'on n'est pas sur des questions qui sont un petit peu d'un autre ordre quand on a des publics qui sont en grande précarité et qu'on leur pose des questions de connaissance de soi, de développement personnel, et qui n'ont pas les moyens déjà de juste penser à leur avenir et à juste leur lendemain. Donc est-ce que ce n'est pas des questions qui sont un petit peu éloignées? C'est juste une question parce que je le fais au quotidien. Et la deuxième, ce serait ce que vous disiez tout à l'heure à propos de créer une dynamique de coopération. C'est assez compliqué, je constate aussi ce syndrome de Clark Kent et de Superman, à savoir que tout le monde est très enjoué à cette idée. Et quand il faut le mettre en place dans la vie pratique, il n'y a plus personne qui joue le jeu. Donc est-ce que vous auriez des éclairages à me fournir et est-ce que vous pourriez du coup me donner vos conseils pour la suite? Merci. Juste sur la notion de collaboration, et je reviendrai sur la première après, sur la notion de collaboration, qui rebondit aussi avec ce qu'a dit un des intervenants. C'est vrai que tout le monde a envie de collaborer, jusqu'au moment où, si on prend le nom de l'entreprise, et que vient la fin d'année, où on va avoir nos entretiens d'évaluation annuels, et en fonction des objectifs individuels, on va avoir une promotion, on va avoir notre rémunération. Ce qu'on constate tous les jours, c'est que au mois de décembre, les gens se recontractent sur leurs objectifs individuels, et la collaboration est très souvent oubliée. Et il y a une chose simple pour ne pas l'oublier, c'est que dans les objectifs, ils soient pas que individuels, qu'il y ait des objectifs collectifs. Donc, ce dont je parle, c'est ce que je vois chez les clients, et en tout cas, c'est ce qu'on a mis en place chez nous. Il y a des équipes qui ont des objectifs collectifs, donc, entre guillemets, on gagne, on perd ensemble. Donc, le thème, non mais moi j'ai bien fait mon boulot, évidemment, c'est lui qui l'a pas fait, on ne peut pas l'entendre, puisqu'à la fin, on dit, désolé, c'est fait, c'est pas fait. Et ensuite, dans les objectifs individuels, il peut y avoir des objectifs liés au comportement. Alors ça, c'est toujours très dangereux en entreprise, parce que dès qu'on parle de comportement, c'est pas... Attention, il ne faut pas dépasser les bornes, c'est du domaine du boulot, on ne peut pas toucher la personnalité. C'est vrai, mais si ma personnalité, c'est d'être de super mauvaise humeur le matin et de hurler sur tout le monde, on a le droit d'inciter les gens quand même à se comporter différemment. Et donc avec des objectifs collectifs bien sentis, et avec des objectifs individuels qui vont inciter chacun à suivre un petit peu la culture, respecter la culture d'entreprise, on peut rattacher un sujet comme l'argent, la réussite, à un modèle de comportement. Et ce qu'il faut donc pour que ça change en entreprise, c'est que la gouvernance, les structures d'évaluation, les structures de promotion, de rémunération changent. Et donc, encore une fois, pourquoi une entreprise le ferait, au-delà de la bien-pensance, d'avoir envie d'être sur scène dans une conf, c'est simplement parce qu'elle pense qu'elle réussira davantage et qu'effectivement la réussite du collectif passe par le fait que chacun soit en gros mieux dans ses baskets et que le vivre ensemble se passe mieux.
En tout cas, moi, je suis absolument persuadé, et là, c'est vers toi maintenant que je ferai se tourner, mais je suis sûr qu'il y a des statistiques qui doivent montrer la corrélation directe entre bien-être et performance. Et pour revenir au point 1, on peut être que d'accord, pour le coup, ça ramène à la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir un toit, de quoi manger, de quoi partir un petit peu en vacances, clairement, on peut se demander où est-ce que je vais trouver l'estime de moi finalement. Et donc, en réalité, c'est difficile de parler de ces sujets-là avec des gens qui n'ont pas assuré le bas de la pyramide. C'est sûr qu'il faut prendre les choses dans le bon ordre. Pour autant, pour sortir du bas de la pyramide, on revient à la notion d'éducation. Donc là, on ne va pas refaire toute la table ronde. C'est comment permettre justement à des gens qui ne vont pas forcément avoir la même facilité d'accès à l'éducation pour justement monter la pyramide. C'est d'aller vers eux. Et pour revenir sur la question de monsieur aussi, les gens, les boursiers de 300 €, naturellement ne vont pas vers l'autre école parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux. Le boulot, c'est d'aller les chercher et de leur dire que c'est pour eux, et ensuite de s'assurer que le vivre ensemble se passe bien. Parce qu'aller chercher des gens pour qu'ensuite les castes soient reproduites à l'école, c'est pas intéressant. Donc tout ça, c'est le but. Et il y a quand même des études américaines qui ont montré que passer un certain seuil, qui n'était pas si élevé que ça, quand on avait les fringues, la nourriture et un peu de vacances, ensuite par tranche de 10 000 €, en fait le bonheur ne croissait pas linéairement, mais était sur un plateau. Donc il y a aussi, encore une fois je reviens quand même là-dessus, à un moment donné, il faut le minimum vital, sinon on ne peut pas jouer, et l'estime de soi ça compte pas. Mais au bout d'un moment, ça compte plus du tout justement, et il faut trouver son bonheur et sa source de bonheur. Ce sera ma conclusion. La pyramide de Maslow a été un peu remise en question, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi mécaniste que ça. On peut ne pas avoir beaucoup de moyens et quand même aspirer à avoir du sens dans sa vie, et besoin d'être aimé, etc. Donc, oui, mais il y a eu pas mal de remises en question cette pyramide-là, donc ce qui donne aussi la possibilité de réfléchir au sens indépendamment de l'aisance matérielle qu'on peut avoir au départ. La deuxième question était sur la collaboration et peut-être effectivement pour inclure les statistiques de l'OCDE, je crois que récemment vous avez fait un traitement de PISA sur les capacités collaboratives des élèves qui en France sont pas très bonnes. Dans la moyenne basse, on va dire, et ce qui pose effectivement la question en fait de notre habitude à collaborer, effectivement, d'avoir des défis collectifs. Est-ce que la règle effectivement qui est affichée, c'est interdit de copier, ou au contraire, est-ce qu'on met des tables pour dire copier et travailler ensemble pour résoudre un défi commun. Donc effectivement, on a une responsabilité dès le plus jeune âge à créer des environnements, là encore, qui favorisent la collaboration et le fait de réussir ensemble et pas de gagner contre l'autre. Donc et comment on n'est pas non plus naïf, c'est-à-dire comment on crée des mécanismes peut-être de coopétition, donc de coopération et peut-être de compétition entre équipes, et d'être à des moments en compétition, des moments en coopération. De pas non plus, là encore, être dans une opposition un peu schizophrène entre, d'un côté, il y aurait les vilains compétiteurs et de l'autre, ceux qui seraient les gentils coopérateurs. Je pense qu'il faut aussi dépasser ces espèces de clivages un peu manichéens et se dire que c'est les deux, là encore, et que toute la difficulté, c'est l'alchimie, en fait, de réussir à coopérer et parfois, en même temps, ne pas être naïf sur la réalité du monde dans lequel on vit. Donc c'est peut-être une contribution à ce que vous faites. Il restait une ou deux questions. Oui, bonsoir. Alors moi j'avais un témoignage, peut-être pas forcément de question, je sais pas, je pense que ça concerne plusieurs personnes. Quand vous parlez de collaboration et d'arriver à sortir des choses un petit peu différentes des enfants, je pense aussi que ça passe par la place du directeur d'établissement. Parce que, notamment vous qui avez des ressources à destination des enseignants, moi j'ai connu dans une école une année une institutrice qui travaillait sur les personnalités multiples, en fait, de Howard Gardner. C'était absolument génial. Elle laissait une liberté totale aux enfants qui le matin arrivaient, avaient envie de faire un sketch, et ça n'a pas empêché d'avoir une année ultra performante en termes d'acquisition des apprentissages, alors qu'ils avaient un espace de liberté exceptionnel.
Et l'année suivante, on s'est retrouvé à nouveau avec un enseignant qui applique un truc ultra cadré. Et du coup, il y a une vraie déception de la part des enfants, il y a une vraie déception de la part des parents. Il y a une collaboration au niveau des enseignants qui ne fonctionne pas. Et moi, je me dis qu'en fait, ça ne peut fonctionner que s'il y a un chef d'établissement qui a une vraie vision, une vraie envie. Alors, vous parliez d'autres écoles, c'est le cas. Vous avez parlé, pareil, du collège, etc. Et quand on voit aussi ce qui se passe effectivement dans les pays du Nord ou autres, c'est à chaque fois quelqu'un qui est là pour tracter et donner une idée et engager en fait les équipes enseignantes vers quelque chose d'innovant, enfin même, et je vous rejoins aussi par rapport à l'argent ou autre. Là, au Howard Gardner, il y avait zéro, il n'y avait pas de fric, hein, je veux dire, c'était la maîtresse qui avait fait des classeurs dans la classe et les enfants travaillaient en autonomie sur ce qu'ils voulaient. Enfin, c'était vraiment fait avec rien du tout, c'était génial, et cette dynamique elle a été cassée tout simplement parce que le chef d'établissement n'a pas eu l'opportunité, il n'a pas entendu les parents. Ouais, je suis hyper d'accord sur la question des chefs d'établissement. Très rapidement, ouais. Parce qu'on est déjà hors timing. Ouais. Mais juste en recherche, en fait, il y a deux effets qui ont été prouvés. L'effet enseignant, c'est à peu près 15 à 20% de la variance de la réussite des élèves, en fait. Et l'effet chef d'établissement, c'est à peu près aussi entre un bon chef d'établissement, un très bon chef d'établissement, on peut passer jusqu'à 10 à 15% là encore de la variance de la réussite des élèves. Donc c'est prouvé en recherche et dans des grosses méta-analyses qu'effectivement le chef d'établissement a une influence en fait sur l'efficacité des pratiques pédagogiques des enseignants, sur le climat scolaire et sur l'accompagnement à la conduite du changement. Et donc on a d'ailleurs développé un diplôme universitaire, un MOOC où il y a 4500 personnes, et là le petit frère d'être prof qui va sortir l'année prochaine en 2019, qui a vocation à accompagner en fait les chefs d'établissement dans un autre management, un autre exercice de leur leadership, et pour muter vers des organisations de confiance, vers des organisations plus libérées, qui vont donner du coup de la place aux enseignants et à un travail beaucoup plus collaboratif. Donc voilà, on essaye aussi, en tout cas nous à notre échelle, d'outiller les chefs d'établissement dans l'exercice d'un autre leadership éducatif. Et oui, justement, dans l'établissement que j'ai suivi pendant 4 ans, il y avait aussi plusieurs projets, dont une classe à projet qui coûte rien, qui était inspirée des théories de Howard Gardner sur les intelligences multiples. Ça a fait des miracles, littéralement ça a fait des miracles, et ce que dit, vous avez raison, c'était très 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 soutenu par le chef d'établissement, qui a dit: j'ai vu juste des élèves se révéler, des élèves qui étaient des mauvais élèves, qui étaient malheureux, qui étaient enfermés sur eux, complètement repliés sur eux-mêmes, et juste cette théorie qui libère les enfants des notes et qui s'intéresse à ce qu'ils sont vraiment, à leur personnalité profonde, et bien ça leur permet de s'épanouir, et c'est absolument miraculeux. Et c'est sûr que c'est pour que ce type de projet soit mené, peut-être qu'il ne faut pas trop d'argent, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il faut une personnalité de principal prêt à se battre et prêt parfois à affronter une hiérarchie qui est beaucoup plus conservatrice, quitte à prendre des coups et à le faire avec passion. Mais à ce moment-là, quand on est prêt à ça, je crois qu'on obtient des choses miraculeuses avec toutes sortes de projets, que ce soit la musique, le théâtre, le rugby ou les classes à intelligence multiple qui sont aussi formidables. Voilà. Vous n'allez pas être content. Moi, mon train n'est que demain pour rentrer à Lyon. C'est juste pour revenir sur ce que disait Florence. Donc, ce qui ressort des études internationales, c'est que justement donner une certaine liberté aux enseignants, donc, par exemple pour s'adapter au niveau ou aux intérêts des élèves, ça peut avoir un effet très positif, et en particulier si on allie ça à une évaluation, pour voir quelle pratique peut fonctionner, dans quel contexte. Donc on aura vraiment une idée de partage des bonnes pratiques et de coopération entre les enseignants pour voir si ça peut marcher. C'est cool. Je suis désolée, je sais que vous êtes tous extrêmement passionnés et ce que vous faites est passionnant. On est aussi contraints par le temps. Pour conclure cette soirée, la proposition que je vous fais, mais je vous demande vraiment d'essayer de jouer ce jeu-là, c'est de résumer en 30 secondes pour clôturer ce temps d'échange ce que serait pour vous le projet éducatif idéal. 30 secondes, c'est super court, c'est quelques mots, mais ça pourrait être ce qu'on aimerait partager à ceux qui n'ont pas pu être avec nous ce soir
et qui pourrait être diffusé plus largement pour inspirer tout autour de chacun d'entre nous. Alors, le projet éducatif idéal, je pense que c'est un projet qui ne voit pas la réussite comme uniquement quelque chose de purement académique, mais qui va aller au-delà, qui va encourager les élèves à développer des projets propres, à trouver des solutions innovantes, à être créatifs, qui va les encourager à coopérer, notamment avec des gens qui peuvent venir de pays différents. Et non, voilà. Très court. Un projet éducatif idéal, ce serait un projet qui ferait en sorte que l'élève ne cherche pas, que l'école ne cherche pas à obliger l'élève à ce qu'il devrait être, mais à ce qu'il est profondément. À mon avis, c'est là qu'est la clé de la réussite et du bonheur à la fois, pour tous. Je me demande si le problème n'est pas dans la question et que le fait de penser à un projet d'école idéale ne met pas une pression trop importante sur l'école. Mais je me suis noté peut-être que l'école soit un lieu protégé pour échouer en sécurité, recommencer, échouer et puis finalement se dire que réussir ça s'apprend et que l'échec n'est pas grave. Donc voilà. Ce serait simplement un projet où vraiment chaque enfant a sa place, et sa place, ça veut dire qu'on lui apprendra en fait pleinement à d'abord se découvrir, à s'accepter tel qu'il est, à oser entrer en relation avec les autres, avec justement ce qu'il va pouvoir apporter, et dont la reconnaissance finalement de pourquoi ça fonctionnerait, ce serait que les enfants arrêtent de se sentir en gros différents des autres, mais qu'au contraire ils commencent à jouir du fait d'être différents et donc d'être uniques, chacun en son genre. Merci à vous quatre.